Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, il est essentiel quand on fait de la politique, quand on s'intéresse à la politique, de comprendre ce qu'est le clivage droite-gauche. Alors qu'est-ce que la gauche d'abord? Et qu'est-ce que le clivage droite-gauche? Le clivage droite-gauche existe depuis environ 300 ans, comme je vais vous le montrer. Il n'a pas toujours existé. Il n'existera peut-être pas toujours, mais je vous donne mon billet que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants le connaîtront encore. La gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Donc, ce qui définit la gauche, c'est l'utopie et c'est l'égalité. L'égalité de nature entre les hommes, égalité hypothétique, puisque en réalité les hommes sont différents par nature, et égalitarisme en ce sens que pour la gauche, la justice se confond avec l'égalité, et l'inégalité se confond avec l'injustice. Mais c'est une utopie, et les hommes de gauche, les penseurs de gauche s'imaginent qu'on peut créer, en faisant table rase du passé, une société idéale qui sera égalitaire dans un sens ou dans un autre. Alors comme l'utopie ne peut pas se réaliser, évidemment, les penseurs de la gauche se divisent en deux branches. Il y a d'abord les collectivistes, qui pensent que la société idéale sera une société communiste. Et l'inventeur du mot utopie, Thomas More, a proposé une société organisée comme une caserne. Dans ce sens, l'inégalité évidemment n'a pas disparu, mais elle n'existe que sous la forme administrative. Et en ce sens, elle est considérée comme légitime. L'autre branche de la gauche, c'est le cosmopolitisme, qui imagine la société idéale comme un carnaval, où les hommes sont des électrons indépendants les uns des autres, et il n'y a aucune institution qui tienne. Ces deux pôles antagonistes de la gauche ont une origine extrêmement lointaine. Le cosmopolitisme a été conçu le premier par l'école dite cynique, qu'on appelait ainsi parce que les philosophes cyniques voulaient vivre comme des chiens, en repoussant, en rejetant toutes les conventions de la société. Et le plus connu et le plus important, c'est Diogène le cynique, donc qui vivait vers 350 avant Jésus-Christ, dont Alexandre le Grand était admirateur, puisqu'il a dit « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène ». Diogène le cynique était un philosophe bien connu, celui qui vivait dans un tonneau, et qui, pour montrer l'opinion qu'il se faisait des conventions et des bons usages, se masturbait en public en disant « Mais vous voyez, je fais en public ce que vous faites en privé ». Le communisme a été conçu par des philosophes grecs, comme Platon dans la République, qui présente la société idéale comme une société communiste, mais ce n'est pas celui dont je veux parler, parce que le communisme de Platon est inégalitaire. Il répartit les hommes en trois classes, les philosophes ou gardiens, les auxiliaires et la masse du peuple, les travailleurs. Le communisme égalitaire est apparu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité au IVe siècle après Jésus-Christ, donc 800 ans après Diogène, dans le mouvement de Mazdak. Mazdak était donc fondateur d'une école de pensée et d'un mouvement politique dans l'empire perse sassanide, qui voulait mettre en commun non seulement les biens, mais aussi les femmes. Alors, il faut bien comprendre que ces deux pôles de la gauche sont antagonistes. Les collectivistes sont anti-cosmopolites et réciproquement. Par exemple, au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, qui a commencé peut-être par avoir des accointances cosmopolites, puisque lorsqu'il écrit le discours sur les origines de l'inégalité parmi les hommes, imagine un état de nature où les hommes seraient, les individus, seraient isolés les uns des autres, ne se rencontrant que par hasard. Et dans le contrat social, en revanche, Rousseau pose de la manière la plus complète
les bases d'un système collectiviste qui sera appliqué dans une large mesure par la révolution de la Convention avec Robespierre. Rousseau s'en prend au cosmopolite de manière extrêmement ferme, et en sens inverse, au XVIIIe siècle, vous avez Voltaire qui, lui, est complètement cosmopolite et qui rejette l'allégeance que l'on peut avoir envers la patrie. Mais le clivage gauche-droite n'a pas toujours existé. Certes, il y a toujours eu une gauche, puisque, toujours depuis des siècles, puisqu'on peut remonter à Diogène le Cynique et à Mazdak, mais cette gauche était marginale. Elle n'a pas joué un grand rôle. Et donc il est anachronique de projeter le clivage gauche-droite d'aujourd'hui sur les événements du passé, l'opposition entre les protestants et les catholiques pendant les guerres de religion, entre les Armagnacs et les Bourguignons pendant la guerre de Cent Ans, ne sont pas l'effet d'un clivage droite-gauche. Bien sûr, on peut faire des analogies, on peut opposer, dans le cadre de la lutte des classes, une gauche qui serait prolétarienne et une droite qui serait oligarchique, mais on n'a pas l'essence de la gauche qui est l'utopie égalitaire. Et donc, ce n'est pas vraiment la gauche. Alors, l'apparition du clivage gauche-droite ou droite-gauche ne commence pas en 1789, lorsqu'il prend son nom, lorsque, à l'occasion du vote sur le veto qui serait accordé ou non au roi Louis XVI dans la Constitution de la France, une partie des parlementaires, des députés se mettent à gauche du président parce qu'ils sont contre le veto, une partie se met à droite parce qu'ils sont pour le veto. C'est de là que le nom de gauche et de droite est parti. Mais pour autant, la réalité du clivage gauche-droite remonte à un siècle avant. Il remonte à ce que Paul Hazard, dans un grand livre qui doit dater de 1935, a appelé la crise de la conscience européenne 1680-1715. Et il dit bien qu'à la fin de cette période de 35 ans, c'est-à-dire la fin du règne de Louis XIV, qui est mort en 1715, toutes les idées nouvelles qui allaient donner la Révolution française de 1789 étaient formées. Paul Hazard n'emploie pas le terme de gauche et de droite, il ne fait pas d'anachronisme. Mais il est clair que sur le plan des idées, c'était déjà la gauche qui s'opposait à la droite. Et c'est surtout depuis ce moment-là, et seulement depuis ce moment-là, que la gauche a pris un tel essor que s'est formé le clivage droite-gauche. Autrement dit, la gauche est une espèce d'anomalie monstrueuse qui est apparue en 1680-1715, dans cette courte période, qui s'est propagée à travers le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et qui, en raison de son importance, a créé ce clivage. Pourquoi ce clivage ? Parce que dans toute société politique, il y a une tendance à la bipolarisation, qui résulte du fait que la politique, selon Carl Schmitt, et selon Julien Freund, se définit par l'opposition ami-ennemi. C'est l'ennemi, pas l'ennemi privé inimicus en latin, mais l'ennemi public hostis en latin, qui est l'essence du politique. Et donc, il est fatal que, en général, les partis, les groupes politiques, finissent par se former en deux camps opposés, deux camps antagonistes. C'est la tendance normale. Et donc à partir du moment où la gauche a occupé un large spectre de la vie politique, de la vie métapolitique, de la vie intellectuelle et philosophique, eh bien alors est apparu le clivage gauche-droite. La conséquence évidente, c'est que si la gauche a une essence, ou plutôt une double essence, puisqu'elle est à la fois cosmopolite et collectiviste selon le cas, la droite n'a aucune essence. La droite ne se définit que par opposition à la gauche. Et on est à droite quand on n'est pas de gauche. Il n'y a aucune autre définition. Et tous les auteurs, commentateurs et penseurs qui vous expliquent qu'il y a une symétrie entre la gauche et la droite n'ont rien compris. Il n'y a pas de symétrie. La droite ne se définit que par opposition à la gauche. C'est donc dire qu'il y a de très nombreux courants de droite. Il n'y en a que deux à gauche, dans leur essence. Mais à droite, il y a des... Alors,
Il y a la terminologie que René Raymond, dans un livre extrêmement surfait sur la droite en France, appelait les orléanistes, les légitimistes et les bonapartistes. Il faudrait mieux dire les nationalistes, les libéraux et les traditionalistes. Mais on ne peut pas dire que ce soit tous les courants qui sont ainsi représentés. D'ailleurs, chez les traditionalistes, il faudrait distinguer les simples nostalgiques de l'Ancien Régime des vrais traditionalistes. Par exemple, Jean de Vigry, auteur intéressant, lui considère que la gauche commence avec Philippe le Bel. Oui. L'étatisme commence avec Philippe le Bel, et que la vraie tradition, c'est la féodalité. Que la construction de la monarchie capétienne, qui aboutit au jacobinisme, comme l'ont montré Montlosier et Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution, sont en fait un processus qui va contre la tradition, et donc qui est un processus de gauche. La droite est donc extrêmement diverse, et il est vain de chercher un type psychologique qui caractériserait l'homme de droite. Ce qui est vrai, c'est qu'on est de droite quand on refuse les présupposés de la gauche. Quels sont-ils? J'ai parlé seulement de l'égalité. Mais l'égalité n'est que le moteur psychologique, ou plutôt, non pas le moteur psychologique, l'alibi psychologique de l'envie et du ressentiment. C'est ce péché cardinal ou capital de l'envie qui est le moteur psychologique qui anime les foules lorsque elles sont de gauche, et qui anime aussi les penseurs de la gauche. C'est la haine de ce qui est plus riche, plus beau, plus intelligent que soi. Et la gauche, donc, les hommes de gauche voient que la société est bourrée d'inégalités, comme toutes les sociétés existantes, et donc ils veulent la détruire. Ils considèrent qu'elle est mal faite. Il faut faire table rase du passé et rejeter les traditions. Donc la gauche est liée à un pseudo-rationalisme. Au XVIIIe siècle, on a pensé qu'on pourrait connaître et diriger la société comme on connaissait la physique. Entre parenthèses, on surestimait beaucoup la physique, puisque on sait maintenant que la physique de Newton explique un mouvement à deux corps, mais dès qu'il y a trois corps, ce qui n'est quand même pas beaucoup, on arrive au chaos, à la théorie du chaos, à l'incertitude et à l'indétermination. Donc c'est bien un pseudo-rationalisme. On prétend que par la raison, on va pouvoir reconstruire une société parfaite, en faisant table rase des traditions. Révolution, table rase, égalitarisme, voilà des critères qui caractérisent la gauche. L'opposition entre les deux pôles de la gauche est réelle. J'ai parlé de Rousseau tout à l'heure, mais Staline, qui était un vrai marxiste, et un pur marxiste, était quasiment nationaliste. Il a écrit un livre sur les nations et les nationalités que je pourrais presque signer. Et il a favorisé en URSS la préservation des identités ethniques ou nationales au sein de cet empire. Et Staline était anti-cosmopolite, mais pas du tout par antisémitisme comme on a fait par un amalgame, comme on a dit par un amalgame stupide, mais tout simplement parce que le cosmopolitisme est contraire au collectivisme marxiste. Et de même aujourd'hui, beaucoup de philosophes de gauche qui sont cosmopolites s'opposent au marxisme et au collectivisme parce qu'ils sont cosmopolites, justement. Alors, le collectivisme est assez facile à comprendre, on sait ce que c'est. Il a donné le socialisme et le marxisme. À ce propos, il faut souligner que dans les mauvaises définitions qui conduisent à ne pas comprendre ce qu'est la gauche, il y a la notion fausse de totalitarisme. Le totalitarisme avait été inventé, le mot, sinon le concept, par Giovanni Gentile, qui était le philosophe de Benito Mussolini, le fondateur du fascisme. Et il désignait une société où l'État peut tout et fait tout, où l'individu est entièrement absorbé par l'État. Et ce qui veut dire que le mot n'est qu'un doublon
des expressions collectivisme ou socialisme. Le totalitarisme n'est jamais qu'un socialisme ou un collectivisme poussé à l'extrême. Mais après la guerre, Hannah Arendt, dans un livre sur le totalitarisme, a exploité cette notion dans un but de propagande, pour occulter la ressemblance essentielle entre l'hitlérisme et le marxisme. La vérité, c'est que l'hitlérisme et le fascisme sont des socialismes nationaux. Hitler, pour ne parler que de lui, était un socialiste. L'hitlérisme était un mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau, qui ne se référait à la tradition aria, indo-européenne, que de façon illusoire, puisque d'ailleurs Hitler a dit quelque part que pour lui, l'arien ou l'aria n'existait pas, que ce serait l'avenir qui le créerait. Donc on a bien affaire à un socialisme. D'ailleurs, la similitude entre le système hitlérien et le système marxiste du RSS est extrêmement grande. Parti unique, un chef à la tête, un guide, le Führer ou le Vojt en Russie, en URSS, pardon. Donc, il faut faire l'économie du terme totalitarisme qui crée la confusion et qui a été inventé pour faire croire qu'on pouvait classer l'hitlérisme ou le nazisme à droite, alors qu'il était de gauche. Rappelons d'ailleurs que le parti de Hitler s'appelait le NSDAP, ce qui voulait dire, correctement traduit en français, Parti socialiste national des ouvriers allemands. On peut difficilement faire plus à gauche. Pour ce qui est du cosmopolitisme, il faut en comprendre aussi l'essence. Le cosmopolitisme vient d'un mot grec qui veut dire citoyen du monde. Cosmopolite veut dire cosmos, le monde, polites, le citoyen, citoyen du monde. Cette expression est une subreption dans les termes. Un citoyen suppose une cité, et une cité suppose des frontières. Une cité ou une nation suppose des frontières. Le monde n'est pas une cité puisqu'il n'y a pas de frontières. Et donc, le citoyen du monde se dit ainsi parce qu'il refuse d'être citoyen de sa propre cité. Il récuse l'allégeance qu'il doit avoir à sa patrie. Le cosmopolitisme est la volonté, l'idéologie qui veut supprimer les frontières, mais dans tous les sens du terme. D'abord, bien sûr, les frontières physiques et extérieures entre les peuples. Ce qui veut dire immigration libre, ce qui veut dire libre-échangisme, ce qui veut dire supranationalité. Mais plus encore, de manière plus intime, le cosmopolitisme veut faire disparaître les frontières internes et morales entre les valeurs et entre les institutions et la société. Donc le cosmopolitisme est contre la famille. Il veut faire disparaître la frontière entre le beau et le laid, le bien et le mal, et le vrai et le faux. Et de ce point de vue, la floraison des aberrations intellectuelles et scientifiques de l'idéologie cosmopolite est étonnante. Les cosmopolites vous expliquent que les sexes sont une construction sociale. C'est la théorie dite performative, en français il faudrait dire autoréalisatrice, du genre où c'est parce qu'on dit lui et il que le petit garçon devient un homme. Et c'est parce qu'on dit elle que la petite fille devient une femme. Ce qui évidemment est une négation des réalités évidentes et de la biologie élémentaire. Le cosmopolitisme est le foyer d'où est sorti l'art dégénéré. L'art bourgeois cosmopolite dégénéré, ABCD. Et comme au dernier stade, au stade ultime de l'évolution, cet art prétendu rejette le critère du beau, qui est l'essence de l'art,
Il faut parler de non-art, de non-ABCD, de non-art bourgeois cosmopolite dégénéré. Le mariage homosexuel est typiquement une production de l'idéologie cosmopolite. Pour arriver à la négation des valeurs, cette idéologie réalise l'inversion des valeurs. Dans le meilleur exemple est qu'on a légalisé l'avortement en 1975 et aboli la peine de mort en 1981. Donc on a le droit de tuer l'enfant dans le ventre de sa mère, alors que c'est un être innocent, mais on n'a pas le droit de tuer le criminel, même le pire criminel, qui a commis les crimes les plus sadiques. Ça, c'est l'inversion des valeurs. Mais en réalité, le cosmopolitisme n'est pas un véritable universalisme, parce qu'il nie toutes les valeurs. Il n'y a pas de valeur cosmopolite. C'est un nihilisme des valeurs. Alors, l'une des raisons, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ont du mal à comprendre la vérité du clivage droite-gauche. Bon, la première raison est purement géométrique. Comme on dit gauche et droite, on a l'impression que c'est symétrique. Et je répète, si on croit qu'il y a une symétrie entre la gauche et la droite, on se trompe totalement, on n'a rien compris à l'essence de la gauche, en tout cas à l'essence de la droite. La deuxième raison, c'est que la gauche est métamorphosée. On était habitué à combattre le marxisme, qui est l'expression parfaite du collectivisme. Or, en 1968, on a vécu en France et dans le monde une révolution cosmopolite. Le marxisme, qui était l'idéologie dominante dans le monde, a cédé la place au cosmopolitisme. Donc il y avait un basculement d'un pôle à l'autre. C'est très bien vu d'ailleurs lorsque les nouveaux philosophes, ou prétendus tels, qui étaient d'anciens trotskistes ou d'anciens gauchistes, sont tous passés au cosmopolitisme. Comme Bernard-Henri Lévy, par exemple. Et donc, les gens qui vous disent que le clivage gauche-droite est dépassé, vous disent, mais non, aujourd'hui, le marxisme, les RSS s'est effondré, le marxisme a disparu, ou presque, bon. Mais non, simplement, il a pris une autre forme. Autrefois, c'était essentiellement le libéralisme le libéralisme de droite qui s'opposait au marxisme de gauche, et maintenant c'est le populisme ou le nationalisme de droite qui s'oppose au cosmopolitisme de gauche. Donc le clivage est le même, mais il a pris une autre forme. Puisque c'est le deuxième pôle de la gauche qui est maintenant l'idéologie dominante, le cosmopolitisme, l'idéologie cosmopolitique est aujourd'hui l'idéologie dominante et elle l'est depuis 1968. D'ailleurs en France on peut fixer ça à une date très précise, qui est la loi Pleven du 1er juillet 1972. René Pleven était garde des Sceaux, le Premier ministre est Jacques Chaban-Delmas, le président de la République était Georges Pompidou. Loi du 1er juillet 1972. Donc théoriquement, nous avions affaire à un gouvernement dit de droite. Eh bien, il a adopté cette loi qui crée un délit d'opinion. Lorsqu'on appelle à la haine ou à la discrimination à raison, c'est-à-dire en bon français plutôt en raison de l'origine, de la race, de la religion et ainsi de suite. Mais le pire d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le pire. Enfin, il y a deux choses dans cette loi qui sont monstrueuses. La première, c'est la création d'un délit d'opinion, parce que dans un pays libre, aucune opinion doit être un délit. Il faut condamner les injures et les diffamations, mais pas les opinions. Donc s'il y a des racistes, ils doivent avoir le droit d'exprimer leurs opinions racistes. Le racisme est une opinion, et l'obsession orwellienne des officines de délation comme la LICRA, c'est de répéter « le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ». Mais c'est monstrueux, c'est changer le sens des mots. On peut détester une opinion, on ne veut pas dire que ça n'en est pas d'une. Ouais, si l'ancien Premier ministre
de Malaisie, qui a plus de 90 ans, donc on peut l'excuser sans doute parce qu'il est très vieux, a déclaré après l'affaire Paty que les musulmans seraient autorisés à exterminer des millions de Français, c'est une opinion. Une opinion monstrueuse, débile, folle. C'est une opinion. Alors on peut interdire cette opinion au titre de la provocation à un crime ou à un délit. En revanche, une théorie quelconque sur les races, l'inégalité entre les races, ne doit pas être interdite dans un pays libre. Donc la France n'est plus un pays libre depuis 1972, la loi Pleven. Mais peut-être aussi monstrueux a été le fait qu'on interdit la discrimination et la préférence selon la nationalité. Or, il n'y a pas de république sans préférence nationale. La république, c'est le régime politique voué au bien commun, et c'est donc le régime politique qui affirme la souveraineté et l'identité de la nation. Ce régime est chargé de préserver l'identité de la nation, et de préserver et de développer son identité et sa souveraineté. Donc la préférence nationale a été interdite juridiquement par cette loi. C'est pourquoi il est permis de dire que depuis cette loi Pleven du 1er juillet 1972, nous ne sommes plus en République, nous sommes dans l'État cosmopolite. La loi Pleven du 1er juillet 1972 a fait basculer la France de la République dans l'État cosmopolite qu'elle a institué à sa place. Alors, l'une des raisons aussi de des contresens sur le clivage droite-gauche, c'est la notion de fascisme. Le fascisme, je vous l'ai dit, est clairement de gauche. Mais il se trouve qu'entre les deux guerres, politiquement, il n'y a pas eu un combat droite-gauche. Il y avait un front anti-communiste contre un front antifasciste. Autrement dit, une partie de la gauche communiste et socialiste classique, s'est alliée, socialiste marxiste, s'est alliée à une partie de la droite. Et l'autre partie de la gauche, le fascisme, s'est allié à une autre partie de la droite. Donc il y a eu une modification des regroupements politiques, qui n'ont pas fait disparaître le clivage droite-gauche sur le plan des idées, mais qui ont complètement modifié l'opposition ami-ennemi, avec ces alliances qu'on peut trouver contre nature d'ailleurs, entre des gens attachés aux traditions et des fascistes qui voulaient les détruire. J'ai parlé tout à l'heure de Hitler, mais il faut quand même rajouter que Mussolini lui-même a commencé par être un communiste pur et dur. Il était en 1914 le directeur de la revue, du journal du parti marxiste italien, qui s'appelait l'Avanti, l'équivalent de l'Humanité. C'était avant la scission qui a eu lieu ensuite entre les socialistes et les communistes. Et donc le fascisme est clairement un mouvement de gauche. Encore plus pour Hitler que pour Mussolini, mais dans toutes ses formes. Alors évidemment, les gens qui s'imaginent que le fascisme est de droite ne comprennent plus rien au clivage droite-gauche. Alors c'est vrai que le fascisme a représenté un rehaussement éthique du socialisme. Et donc il est moins détestable que n'était le socialisme ou le marxisme. Et peu importe du reste, puisqu'il a disparu en 1945. Simplement, il y a, dans une partie de l'extrême droite, une nostalgie pour le fascisme qui lui fait perdre la compréhension de ce que c'est que la droite, et surtout de ce que c'est que la gauche. Une autre raison de l'incompréhension du sujet, c'est la confusion entre les idées et les étiquettes. Là, je vous ai parlé des idées, mais les étiquettes que l'on colle sur les hommes, sur les partis, ne coïncident pas forcément avec ce qu'ils sont réellement. Et c'est vrai que un homme comme Sarkozy ou un homme comme Chirac, qui était donc président de la République, était de parfaits cosmopolites. Que Chirac était un peu collectiviste aussi. En tout cas, il était plus proche de la gauche que de la droite. Et il faut comprendre aussi qu'il y a une porosité des idées. Là, quand je vous parle de la gauche et de la droite, du cosmopolitisme et du collectivisme, quand je vous parle aussi du libéralisme, du traditionnalisme ou du nationalisme, je vous parle de types idéaux
au sens de Max Weber. Mais dans la réalité, on est toujours loin du type idéal. Enfin, on ne se rapproche pas toujours très bien du type idéal. Les idées se mélangent. Je voudrais dire qu'elles se métissent. Elles se mélangent. Et donc, il y a toutes sortes d'intermédiaires. Il y a un continuum idéologique de la gauche vers la droite, mais il faut toujours avoir à l'esprit cette notion d'utopie égalitaire qui permet clairement de se situer par rapport à la gauche. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette analyse ? Bon, il faut y voir clair. Clivage droite-gauche se définit par la gauche et donc par l'utopie égalitaire. Bon, la confusion entre l'égalité et la justice. Deuxièmement, il faut surtout se comprendre qu'il y a une opposition frontale, définitive et radicale entre la vraie gauche et la vraie droite. La vraie droite qui ne veut rien avoir à faire avec la gauche. La gauche est une maladie mentale de la pensée politique, puisqu'elle est fondée sur une utopie. C'est une construction délirante de la pensée politique. Pensez, si vous voulez, vous en persuader à la théorie du genre, qui est typique de la gauche. Le sexe serait une construction sociale. Il faut le faire, il faut le dire, il faut l'imaginer. Et donc, la gauche est l'ennemi, sous ces deux formes. Alors on peut imaginer, je l'ai dit d'ailleurs, qu'il y ait parfois des regroupements différents de l'opposition gauche-droite, pour des raisons stratégiques. Avant la Seconde Guerre mondiale et après la Première, il a pu être opportun, par exemple pour Franco, pour s'opposer aux marxistes, de s'allier avec des fascistes, ou parafascistes, comme le mouvement de José Antonio. Mais l'ennemi principal aujourd'hui, c'est le cosmopolitisme. Ce n'est plus le marxisme. À cet égard, il faut bien comprendre que le cosmopolitisme n'est pas un néo-marxiste. Il y a eu des formes intermédiaires qu'on a appelées le marxisme culturel. Mais fondamentalement, dans son essence, le marxisme, qui est un collectivisme, s'oppose au cosmopolitisme et réciproquement. Aujourd'hui, l'ennemi principal, c'est l'oligarchie cosmopolite dans chaque pays, qui est elle-même une émanation ou une représentation de la superclasse mondiale. La lutte des classes qui a toujours existé a pris une autre forme. Elle oppose maintenant tous les peuples à la superclasse mondiale. Et donc l'opposition n'est plus entre libéralisme et socialisme, ou libéralisme et marxisme, elle est entre nationalisme ou populisme contre le cosmopolitisme. Et les cosmopolites sont des ennemis. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des ennemis. Le Candole est celui qui veut être bien vu des gens de gauche, et plus précisément des cosmopolites. Et donc, il va se mettre à oublier le principe pas d'ennemi à droite, il va commencer à dénoncer des gens qui sont plus à droite que lui, à les traiter d'extrême droite, de racistes, d'antisémites et que sais-je, enfin de noms d'oiseaux divers et variés, qui reprennent contre eux les accusations de la gauche. Donc le Candole se fait objectivement l'allié de la gauche, et plus précisément de la gauche cosmopolite, et de son cosmopolitiquement correct. Donc, concrètement, dites-vous bien, aucun compromis n'est possible avec la vraie gauche et avec le cosmopolitisme. Ne cherchez pas à être bien vu des ordures cosmopolites. Dites-vous, ce sont des ordures, les cosmopolites. Ce ne sont pas des gens avec qui on peut discuter. Ce sont des ennemis de la nation, des ennemis de la patrie, des ennemis de la civilisation. Leur projet politique n'est pas de créer une société parfaite, mais de détruire la société véritable, de détruire les traditions, de faire table rase du passé, et de mettre l'humanité en esclavage. Alors, bien sûr, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2021, je n'oublie pas que nous sommes dans une période particulière de tyrannie sanitaire qui a commencé en France le 17 mars 2020. Et à cet égard,
on doit considérer qu'il y a eu une espèce de retour en arrière, en force vers le collectivisme. Il y a eu une sorte de symbiose entre le cosmopolitisme et le collectivisme, qui explique toutes ces mesures attentatoires aux libertés publiques, qui se multiplient, en dernier lieu, le pass sanitaire, le passeport pseudo-sanitaire. Car, pour donner l'apparence de la démocratie, tout en maintenant son pouvoir, l'oligarchie cosmopolite a besoin de transformer le peuple en foule, ou en masse. Et pour le transformer en masse, il faut qu'il ait peur. Il faut que les gens aient peur. Cela fait des années, au moins depuis, justement, 1968, avec le Club de Rome, qui a annoncé la catastrophe, que l'on nous fait peur sur l'avenir. On nous dit que les ressources naturelles vont disparaître, que la Terre ne pourra plus nous supporter. On nous annonce maintenant que le réchauffement climatique va détruire l'humanité. Mélenchon nous a expliqué récemment que donc, en 2050, ce n'est pas si loin, Bordeaux sera submergé par les flots à cause du réchauffement climatique. Tout cela est grotesque. Il y a un réchauffement climatique modéré qui est dû au fait que nous sommes sortis de petit âge glaciaire qu'on a connu à l'époque de Louis XIV, donc il y a 300 ans, mais il n'est absolument pas causé par l'homme. Et de plus, s'il y avait un réchauffement climatique, il faudrait s'en réjouir. Mais on peut multiplier les exemples de catastrophes qui ont été agités autrefois, comme le bug de l'an 2000, comme le sida qui devait détruire l'humanité. Et ces catastrophes n'ont pas réussi, ont fait long feu, sauf le réchauffement climatique, et maintenant la grippe de Wuhan, le Covid-19, qui n'est jamais qu'une grippe sévère, une méchante grippe, une grippe carabinée, qui ne tue que les vieillards pratiquement, ou les gens qui ont déjà de lourdes pathologies. Et sous prétexte qu'il y avait cette épidémie, on a écrasé la société, détruit l'économie et supprimé les libertés publiques. Et donc, si on est un homme de droite, et surtout si on est un homme de synthèse, on est à la fois nationaliste et libéral, national-libéral, on combat pour la vraie démocratie, on refuse donc le catastrophisme, qui sert à l'oligarchie cosmopolite pour donner l'illusion de la démocratie, et on combat en même temps pour les libertés publiques. Donc, soyons à droite, comprenons que la santé mentale est à droite, et comprenons que ce qu'il y a de mieux à droite aujourd'hui, c'est un libéralisme national ou un nationalisme libéral. Autrement dit, le national-libéralisme. Merci.